Des agents de la CIA auraient été présents en France à cette époque, orchestrant secrètement une expérience dont les conséquences étaient imprévisibles. Vous savez, il y a des histoires qu'on croit ne voir que dans les films. Et puis, un jour, vous tombez sur des documents réels, déclassifiés, qui vous montrent que la réalité peut être bien plus troublante. C'est ce qui s'est passé en 1977, quand des milliers de pages liées à un programme appelé MKUltra ont été rendues publiques. On parle de la CIA, l'Agence centrale de renseignement des États-Unis, qui a mené pendant des années des expériences inimaginables sur des citoyens sans leur consentement. Je me rappelle encore de la sensation en découvrant ces faits. Imaginez que vous êtes étudiant dans une université ou simplement hospitalisé pour des raisons ordinaires. Ce que vous ignorez, c'est que des scientifiques, sous la direction de la CIA, vont utiliser des drogues sur vous, parfois même sans que vous le sachiez. On parle de LSD ici, une drogue qui altère profondément la perception de la réalité. Mais il ne s'agissait pas seulement de drogue, il y avait aussi des électrochocs, de la privation sensorielle et des techniques de manipulation mentale bien plus sombres. Ces expériences visaient à briser l'esprit des gens pour comprendre comment manipuler les pensées et le comportement humain. La CIA voulait tout simplement savoir si elle pouvait contrôler l'esprit d'une personne, la reprogrammer pour qu'elle devienne une sorte de machine humaine. Les expérimentations ne se limitaient pas à des laboratoires. Certaines victimes étaient des prisonniers, d'autres des patients d'hôpitaux psychiatriques. On parle de personnes vulnérables qui n'avaient aucun moyen de se défendre. Lorsque ces documents ont été rendus publics, il est devenu évident que le programme MKUltra avait été beaucoup plus vaste et destructeur qu'on ne l'imaginait. La réaction du public a été intense. Des enquêtes ont été lancées, mais même avec ces preuves, la vérité complète n'a jamais été entièrement dévoilée. Les documents étaient fragmentaires, beaucoup avaient été détruits avant la déclassification. Certains pensent encore que les effets de MKUltra se font ressentir aujourd'hui, dans les conséquences psychologiques durables pour les survivants, bien que leur voix ait souvent été ignorée. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'étrange incident qui s'est produit en France, dans le petit village de Pont-Saint-Esprit, en 1951. Cet événement, souvent appelé l'affaire du pain maudit, a vu des dizaines de villageois tomber gravement malades, certains montrant des symptômes d'hallucinations terrifiantes, d'autres sombrant dans la folie pure. Les rapports de l'époque décrivent des scènes presque surréalistes, des gens qui voyaient des monstres, des créatures qui n'existaient que dans leurs esprits, des personnes qui se jetaient par les fenêtres, persuadées qu'elles pouvaient voler. Au début, tout le monde a pensé que le problème venait de la nourriture, en particulier du pain produit par une boulangerie locale. On a soupçonné une contamination par un champignon appelé ergot, connu pour provoquer des effets hallucinogènes similaires au LSD. Mais en 2009, un ancien agent de la CIA, Hank Albarelli, a affirmé dans son livre que cette mystérieuse épidémie n'était pas accidentelle. Selon lui, Pont-Saint-Esprit aurait été une cible d'une expérimentation secrète menée par la CIA dans le cadre du programme MKUltra. D'après les théories avancées par Albarelli, la CIA aurait utilisé le village comme terrain d'essai pour tester les effets du LSD sur une population civile non préparée. Le pain n'aurait pas été contaminé par accident, mais intentionnellement, afin d'observer les réactions psychologiques en masse. Si cette théorie est vraie, cela signifie que la CIA était prête à aller jusqu'à tester une drogue aussi puissante sur des innocents, dans un pays étranger, sans aucune considération pour les conséquences. Les témoignages de l'époque sont déconcertants. Un homme parlait de serpents qui rampaient sous sa peau, une autre femme était convaincue que son cœur sortait de sa poitrine. Il y avait aussi des morts. Certains villageois, dans leurs états hallucinatoires, se sont infligés des blessures fatales ou ont sauté des toits. Ce qui rend cette théorie d'autant plus troublante, c'est que les autorités françaises n'ont jamais réussi à expliquer clairement ce qui s'était passé. L'ergot du seigle était une explication plausible, mais les doses d'ergot responsables de tels symptômes auraient dû être massivement plus élevées que ce qu'on a trouvé dans les analyses. Si l'on suit la piste d'Albarelli, cela signifie que des agents de la CIA auraient été présents en France à cette époque, orchestrant secrètement une expérience dont les conséquences étaient imprévisibles. Le but ? Comprendre les effets à grande échelle du LSD et voir s'il pouvait être utilisé comme arme psychologique en temps de guerre. On parle d'une arme qui pourrait rendre une population entière folle,
incapables de se battre, de se défendre, ou même de penser rationnellement. Cette histoire, si elle est vraie, montre jusqu'où le programme MKUltra a pu aller. Il ne s'agissait pas seulement d'expérimentations menées sur des individus dans des laboratoires isolés. MKUltra aurait pu s'étendre sur une échelle internationale, impliquant des populations entières comme cobayes involontaires. Et bien que l'histoire du pain maudit reste un mystère en grande partie non résolu, elle est devenue l'un des exemples les plus troublants des méthodes employées par la CIA dans sa quête de contrôle mental. Cette histoire me touche particulièrement, car elle concerne des gens comme vous et moi, des citoyens ordinaires qui cherchaient simplement de l'aide. Imaginez que vous souffrez de dépression, d'anxiété ou même de troubles mineurs. Vous allez consulter un psychiatre réputé, vous vous attendez à recevoir des soins, des conseils, un traitement. Mais à la place, vous devenez un cobaye dans une expérience horrible. C'est exactement ce qui est arrivé aux patients de l'hôpital Allan Memorial à Montréal, dans les années 1950 et 60, sous la direction du Dr Donald Ewen Cameron. Cameron n'était pas un médecin ordinaire. Il avait des théories radicales sur la psychiatrie et pensait qu'il pouvait effacer la mémoire des gens pour les reconstruire. C'était, en un sens, une idée de réinitialisation mentale, où il croyait pouvoir effacer toutes les pensées et les souvenirs négatifs, pour ensuite recréer une personnalité plus saine. Mais la manière dont il s'y prenait était effroyable. Ces patients, souvent venus pour de simples troubles psychologiques, étaient soumis à des électrochocs à haute intensité. Alors qu'un traitement normal d'électrochoc pouvait durer quelques secondes et être appliqué de manière contrôlée, Cameron administrait ces chocs pendant des minutes entières, à des intensités qui dépassaient de loin ce qui était considéré comme sûr. Les patients étaient plongés dans des états catatoniques, parfois pendant des jours ou des semaines. Mais ce n'est pas tout. Il les droguait avec des doses massives de LSD, souvent sur de longues périodes, parfois pendant des mois. Imaginez-vous dans cet état constant de confusion, où vous ne savez plus ce qui est réel ou imaginaire, où votre esprit est fragmenté. Certains patients étaient aussi soumis à des « chambres de sommeil » forcées. Ils étaient plongés dans un état de sommeil prolongé, parfois pendant des semaines, tout en étant exposés à des messages enregistrés qui jouaient en boucle, jour et nuit. Ces enregistrements étaient souvent des phrases répétitives qui devaient, selon Cameron, reprogrammer leur esprit. Ce qui est encore plus révoltant, c'est que ces patients n'étaient pas du tout informés de ce qui leur arrivait. Ils n'avaient aucune idée qu'ils faisaient partie d'une expérimentation financée en partie par la CIA dans le cadre du programme MKUltra. Ces personnes cherchaient de l'aide, et au lieu de cela, elles ont été transformées en victimes d'un projet visant à manipuler et contrôler l'esprit humain. Certains n'ont jamais retrouvé leur santé mentale. Beaucoup sont sortis de ces traitements complètement brisés, leur mémoire effacée, incapables de reconnaître leurs proches ou de fonctionner normalement dans la société. La CIA finançait ce type d'expérience non seulement pour étudier le comportement humain, mais pour voir s'il était possible de reprogrammer un individu, de l'effacer pour mieux le reconstruire. Des années plus tard, lorsque cette histoire a éclaté, elle a provoqué un tollé au Canada. Des victimes, ainsi que leurs familles, ont poursuivi le gouvernement américain pour obtenir justice. Mais même avec des compensations financières, rien ne pouvait réparer les vies détruites par ces expériences inhumaines. Le docteur Cameron, lui, a continué sa carrière sans jamais vraiment être tenu pour responsable de ses actions. Et bien que la plupart des documents aient été détruits ou restent confidentiels, l'ampleur des expérimentations menées à l'hôpital Allan Memorial est devenue un exemple effrayant de ce que MKUltra a fait aux individus vulnérables. Cameron croyait qu'il œuvrait pour le progrès de la psychiatrie, mais en réalité, il a utilisé des êtres humains comme des laboratoires vivants, et les cicatrices qu'il a laissées, tant physiques que psychologiques, sont encore présentes chez les survivants et leurs familles. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux théories du complot il y a quelques années, je suis tombé sur le projet MKUltra, et quelque chose m'a frappé. Je venais de sortir d'une relation abusive, à la fois physiquement et émotionnellement, et je me suis rendu compte que mon agresseur m'avait littéralement programmé. Avant cela, je regardais des films et je me moquais des femmes qui restaient avec leurs agresseurs. Je ne comprenais pas comment quelqu'un pouvait tolérer cela. Pourtant, je n'ai jamais réalisé à quel point il est facile de briser quelqu'un, jusqu'à ce que je sois brisé moi-même.
En fait, il ne faut pas grand-chose, surtout lorsque l'agresseur exploite une faible estime de soi déjà existante, ce qui était mon cas, renforcé par des années d'abus durant mon enfance. Au pire de ces accès de violence, il m'a emmené au milieu de nulle part, m'a ordonné de descendre de son camion, puis il m'a battu jusqu'à ce que j'arrête de crier. De toute façon, personne ne pouvait entendre mes cris. Je me souviens avoir cessé de ressentir la douleur. C'était comme si je sortais de mon propre corps. Ce sentiment d'évasion, de déconnexion, je l'ai ressenti à plusieurs reprises, mais cette nuit-là reste gravée dans ma mémoire. Je me suis complètement détaché de moi-même. Cependant, ce n'est pas vraiment de mon histoire personnelle dont il s'agit ici. En repensant à cela, j'ai commencé à comprendre que même si tout le monde n'a pas vécu une relation abusive avec un individu en particulier, beaucoup sont dans une relation abusive avec la société elle-même. Briser quelqu'un est bien plus facile qu'on ne le pense. Si un individu peut être brisé si facilement par certaines méthodes, alors il n'est pas difficile d'imaginer comment une société entière d'individus peut être fragmentée et manipulée. C'est ainsi qu'ils nous fragmentent, nous programment, comme dans le projet MKUltra. L'isolement, la peur, la manipulation mentale et émotionnelle, ces tactiques ne sont pas uniquement réservées aux relations personnelles abusives. Elles sont à l'œuvre, à plus grande échelle, dans notre société. Regarde comment les médias, les réseaux sociaux et les élites manipulent subtilement nos pensées, nos émotions et nos comportements. Ils nous poussent à douter de nous-mêmes, à nous diviser, à vivre dans une peur constante, tout en nous faisant croire que nous avons le contrôle. Comme un agresseur dans une relation, ils jouent avec nos insécurités, exploitent nos faiblesses, et nous maintiennent dans un état de soumission, sans que nous nous en rendions compte. C'est un abus, mais à l'échelle collective. Il crée des fractures dans nos esprits, nous manipulant comme des marionnettes, de la même manière que mon agresseur l'a fait avec moi. Et tout comme dans une relation abusive, le premier pas vers la libération est de reconnaître que l'abus est réel et que nous en sommes les victimes. Ce n'est pas une coïncidence si de plus en plus de gens se sentent brisés, isolés et impuissants. Il ne s'agit pas seulement de leurs expériences personnelles, mais aussi d'une pression constante exercée par la société elle-même, conçue pour diviser, contrôler et manipuler. Il est donc primordial de prendre conscience de ce schéma, de comprendre comment cette manipulation fonctionne, et surtout, de se libérer de cet abus collectif. Dans une relation abusive, sortir du cycle est incroyablement difficile, mais c'est possible. Le même principe s'applique à la société. Nous devons nous éveiller collectivement, reconnaître ces tactiques d'abus et de manipulation, et nous libérer de cette dynamique toxique à grande échelle. C'est peut-être la seule façon de vraiment guérir, tant en tant qu'individu que comme société. Récemment, j'ai recommencé à regarder la série sur Jeffrey Dahmer sur Netflix, et ça m'a fait réfléchir à une question que beaucoup de gens pourraient considérer comme dérangeante. Pourquoi y avait-il autant de tueurs en série entre les années 60 et 80, et pourquoi cette vague semble-t-elle coïncider avec la période d'activité du projet MKUltra ? Je sais que certains pourraient écarter cette hypothèse d'un revers de main, mais quand on examine de plus près cette période, il est difficile de ne pas faire le lien entre l'explosion de ces crimes horribles et les expérimentations supposées sur le contrôle mental mené par le gouvernement américain à l'époque. MKUltra, pour ceux qui ne le savent pas, était un programme de la CIA qui visait à manipuler et contrôler l'esprit humain. Le but ? Créer des armes humaines, des individus capables d'accomplir des missions impossibles ou de se transformer en assassins sans conscience de leurs actes. Bien sûr, l'ampleur réelle de ces expérimentations et les résultats obtenus sont encore largement cachés, mais l'idée que des individus aient été transformés par ces expériences pour devenir des tueurs est loin d'être farfelue. Quand on regarde des figures comme Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Edmund Kemper ou John Wayne Gacy, il y a des similitudes troublantes dans leur comportement et leur parcours qui semblent presque orchestrés, comme si ces tueurs avaient été programmés pour agir de manière méthodique et impitoyable. Ils n'étaient pas juste des individus perturbés, mais des êtres qui, à un moment donné, semblent avoir franchi une ligne invisible, agissant comme des automates sans remords. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que beaucoup de ces tueurs en série avaient un passé trouble avec des institutions, avaient été en contact avec des psychiatres ou des établissements de correction dans leur jeunesse, des environnements parfaits pour être exposés à des expériences de contrôle mental sous couverture.
Il est possible que le programme MKUltra ait testé ces techniques sur des individus déjà vulnérables, des personnes marginalisées ou en difficulté, et que certaines de ces expériences aient conduit à la création involontaire de tueurs en série. Si MKUltra cherchait à comprendre comment manipuler l'esprit humain, qu'est-ce qui nous dit qu'ils n'ont pas réussi, mais que les résultats de ces expériences ont produit des effets monstrueux, échappant à tout contrôle? Imagine un instant que ces hommes, comme Dahmé ou Bundy, aient été exposés à des techniques de manipulation mentale dès leur plus jeune âge, qu'ils aient été soumis à des drogues ou des conditions qui ont profondément modifié leur comportement. Ils auraient pu être programmés, dans un sens, pour se transformer en prédateurs sans pitié. Ce qui est encore plus troublant, c'est la coïncidence temporelle. L'apogée des tueurs en série entre les années 60 et 80 correspond exactement à la période où le projet MKUltra était en pleine activité, avant que ces méthodes ne soient découvertes et officiellement abandonnées dans les années 70. Alors, est-ce une simple coïncidence que cette époque ait vu une montée fulgurante de tueurs en série si célèbres, dont les actes dépassaient tout ce que l'on pouvait imaginer? Ou bien est-ce la preuve que quelque chose d'encore plus sombre se passait en coulisses, un programme qui a laissé une trace profonde et sanglante dans l'histoire? Un autre aspect à ne pas négliger, c'est l'idée que ces tueurs en série ont peut-être été conditionnés à tuer sans comprendre pourquoi. Des expériences de manipulation mentale pourraient avoir altéré leur perception de la réalité, les conduisant à agir de manière déshumanisée. Leurs souvenirs pourraient même avoir été modifiés ou effacés, les empêchant de se souvenir clairement de leur propre motivation. Cela expliquerait pourquoi tant de ces criminels avaient des comportements étrangement similaires, un mélange de charme manipulateur et de cruauté froide, presque mécanique. Il est également intéressant de noter que cette vague de tueurs en série semble s'être estompée à partir des années 90, après la révélation du scandale MKUltra et l'arrêt officiel du programme. Comme si, soudainement, les expériences avaient cessé. Bien sûr, cela pourrait s'expliquer par des avancées en matière de technologie et de surveillance, qui rendent plus difficile pour les criminels de passer inaperçus. Mais on peut aussi se demander si ces tueurs en série n'étaient pas, en fait, des produits de l'époque MKUltra, et que la fin de ce programme a marqué la fin de cette épidémie de meurtriers. Au final, il est possible que nous n'ayons vu que la partie émergée de l'iceberg. Peut-être que derrière chaque tueur en série de cette période se cache une expérience gouvernementale qui a mal tourné. Une chose est sûre, le lien entre cette période sanglante de l'histoire criminelle américaine et le projet MKUltra est trop frappant pour être ignoré. Peut-être que ces hommes, loin d'être des anomalies isolées, étaient en réalité les résultats tragiques d'un projet beaucoup plus vaste, un projet qui cherchait à comprendre et à manipuler l'esprit humain, mais qui a, dans certains cas, produit des monstres. Les artistes de l'industrie de la musique ressemblent souvent à des marionnettes contrôlées par les élites, notamment celles qui auraient été à l'origine du projet MKUltra. Ces élites semblent récompenser ceux qui obéissent avec succès, mais dès qu'un artiste ose défier leur volonté, sa réputation est immédiatement détruite. Les médias se déchaînent alors, les décrivant comme fous ou instables, multipliant les articles sur leur prétendue « folie ». Et dans certains cas, ces artistes finissent même hospitalisés, sous prétexte de recevoir des « traitements » pour les remettre sur le droit chemin. Prenons l'exemple de John Lennon. Figure emblématique de la contre-culture des années 60 et fervent défenseur de la paix, il a inspiré toute une génération de jeunes. Après une longue retraite, il revient en 1980 avec un album à succès et commence à reprendre une place importante dans la vie publique. Mais soudain, il est assassiné par un homme ayant des liens avec une église hawaïenne impliquée dans le lavage de cerveau, la même organisation associée à Jim Jones et au tristement célèbre massacre de Jonestown. Coïncidence ? Peu probable. Puis, il y a Bob Marley. Après avoir contribué à réduire la violence politique en Jamaïque et à unifier les factions politiques de son pays, il survit miraculeusement à une tentative d'assassinat. Mais alors qu'il commence à se concentrer sur l'unité africaine, il est soudainement diagnostiqué avec un cancer en phase terminale et meurt peu de temps après. Est-ce vraiment une simple maladie ou un moyen de l'empêcher de poursuivre son message d'unité et de paix, menaçant l'ordre établi ? Michael Jackson, quant à lui, était sans conteste l'artiste le plus influent de la planète, prônant la paix, l'égalité raciale et l'amour des enfants. Pourtant, il a été publiquement détruit lorsqu'il a été accusé d'abus pédophiles, malgré les preuves douteuses et les incohérences dans les témoignages de ses accusateurs.
Bien que la justice ait largement montré l'absence de preuves solides, sa réputation a été brisée à jamais. Puis, alors qu'il commençait à planifier son retour, il meurt dans des circonstances mystérieuses, laissant encore des questions sans réponse. Plus récemment, Kanye West s'est retrouvé dans une spirale similaire. Il s'est mis à parler de la complexité du système carcéral et des élites qui contrôlent les médias, la culture populaire et l'industrie du divertissement. Peu après, il a commencé à faire des déclarations publiques où il affirmait que des gens tentaient de le tuer. Ses discours ont été rapidement qualifiés de délire, et il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Lorsqu'il en est ressorti, selon plusieurs proches, il était méconnaissable, lourdement médicamenteux et profondément changé. Bob Dylan, célèbre pour avoir écrit les hymnes qui ont galvanisé la jeunesse blanche de la classe moyenne en faveur des droits civiques, a également suscité des doutes. Après avoir affirmé publiquement qu'il craignait pour sa vie et redoutait d'être assassiné, il a cessé d'écrire des chansons engagées, se concentrant uniquement sur de la poésie cryptique et souvent incompréhensible. Était-ce simplement un changement artistique ou un retrait forcé par la peur d'une fin tragique? Tupac Shakur, lui, dénonçait les inégalités, la pauvreté et le racisme systémique. Il a été assassiné dans des circonstances troubles, et quelques mois plus tard, Notorious Big a également été tué. Les médias ont rapidement présenté ces meurtres comme le résultat de rivalités entre gangs, mais beaucoup soupçonnent qu'il s'agissait de manœuvres pour masquer une vérité plus sombre, l'élimination de figures devenues trop dangereuses pour l'ordre établi. Le cas de Jim Morrison est tout aussi énigmatique. Fils d'un haut responsable de la Navy, celui qui a organisé l'incident du golfe du Tonkin, l'événement qui a justifié l'escalade de la guerre du Vietnam, Jim Morrison abandonne ses études pour former un groupe avec Ray Manzarek, un vétéran de l'armée américaine. Leur groupe, The Doors, devient l'un des plus controversés des années 60, avec des chansons provocantes abordant la drogue, la violence, la sexualité et l'inceste. Les médias se sont alors emparés de leur image pour alimenter la peur des « silencieuses majorités », présentant la contre-culture comme un danger moral pour la société. Après sa mort mystérieuse, de nombreuses rumeurs ont circulé affirmant qu'il aurait simulé son propre décès. Là encore, la frontière entre réalité et manipulation semble floue. Enfin, The Grateful Dead. Le groupe est né d'une scène musicale imprégnée des expériences du projet MKUltra, notamment les essais de LSD financés par la CIA. De ce terreau est née une culture contre-culturelle orientée vers la drogue, qui a largement contribué à détourner la jeunesse politisée du début des années 60 de ses objectifs politiques. Le mouvement hippie, qui aurait pu être un outil de changement politique, s'est rapidement transformé en une culture de « bonne vibration » éloignée des luttes sociales. Cela aussi pourrait avoir été orchestré par ces mêmes élites. En examinant tous ces exemples, il devient difficile de croire que tout cela est purement accidentel. Des artistes influents, chacun porteur d'un message de paix, de justice ou de changement social, ont vu leur carrière brutalement stoppée, souvent dans des circonstances mystérieuses ou après avoir été dépeints comme des figures instables et dangereuses. Serait-ce la marque des élites cachées derrière des projets comme MKUltra, utilisant leur pouvoir pour contrôler ceux qui influencent des millions de personnes? Les coïncidences sont trop nombreuses pour les ignorer. Mon père n'a jamais vraiment parlé de ses années à l'université, et je n'ai compris pourquoi que bien plus tard, lorsque des détails inattendus ont émergé lors d'une conversation. Je me souviens de cette journée comme si c'était hier. Nous étions assis dans le salon, et il feuilletait de vieilles photos de ses années à l'université de Harvard dans les années 60. C'est alors qu'il a prononcé un nom que je n'avais jamais entendu dans un contexte personnel, Ted Kaczynski. Je connaissais ce nom, bien sûr. Kaczynski, ou comme le monde le connaît, Una Bomber, était un terroriste notoire qui avait semé la terreur pendant près de 2 décennies. Entre 1978 et 1995, il avait envoyé une série de colis piégés, tuant 3 personnes et en blessant gravement 23 autres. Il avait des motivations complexes, mais en résumé, il croyait que la technologie moderne détruisait la nature humaine. Ce que je ne savais pas, c'est que mon père l'avait connu, côtoyé presque quotidiennement pendant 1 an à Harvard. Ce que je n'avais surtout pas compris, c'était l'importance de ce lien et à quel point il était lié à quelque chose de beaucoup plus sombre, le projet MKUltra.
Mon père a commencé à raconter des détails troublants sur son interaction avec Kaczynski, avant qu'il ne devienne le monstre que le monde connaît. En 1958, à seulement 16 ans, Ted était un prodige mathématique. Il avait sauté plusieurs classes et avait été admis à Harvard avec une bourse. Mon père se souvient de lui comme étant un garçon extrêmement brillant, mais aussi très isolé, presque distant du reste des étudiants. Il ne participait pas aux activités sociales, et la plupart du temps, il restait enfermé dans ses livres ou seul dans sa chambre. Mais c'est lorsque Kaczynski s'est engagé dans une expérience psychologique à Harvard que les choses ont commencé à changer, et c'est là que MKUltra entre en jeu. À l'époque, ni mon père ni les autres étudiants ne connaissaient les détails de ces soi-disant expériences psychologiques qui se déroulaient dans les coulisses. Ce n'est que bien plus tard que des informations ont fuité, révélant que Kaczynski avait été l'un des sujets de l'un des volets du projet MKUltra, mené secrètement par la CIA. Le projet MKUltra, pour ceux qui ne sont pas familiers, était un programme de la CIA lancé dans les années 50, dont l'objectif était de découvrir des techniques de manipulation mentale. Il utilisait diverses méthodes, allant de l'hypnose à l'administration de drogues psychotropes comme le LSD, dans le but de reprogrammer les esprits humains. Ces expériences étaient souvent menées sur des sujets qui n'étaient pas conscients de ce qui leur arrivait, et beaucoup en sont ressortis brisés psychologiquement. Dans le cas de Kaczynski, il avait participé à une série d'expériences dirigées par un psychologue du nom de Henry Murray, sous le couvert d'une étude sur le stress et la pression psychologique. Mais ce que Murray faisait vraiment, c'était une forme de torture mentale. Il poussait les étudiants, dont Kaczynski, à leurs limites psychologiques en utilisant des méthodes humiliantes et dégradantes pour détruire leur ego. Pendant ces sessions, Kaczynski était soumis à des heures de critiques féroces, visant à le démolir psychologiquement. Mon père se souvenait vaguement de ces tests, mais personne à l'époque ne comprenait vraiment l'ampleur des dégâts. Il est clair que cette période a été un tournant décisif dans la vie de Kaczynski. À la fin de ses études, il s'est retiré de la société, renonçant à une carrière brillante dans le milieu universitaire pour vivre en ermite dans une petite cabane dans le Montana, loin de toute technologie. Ce retrait n'était pas simplement une coïncidence. Les abus psychologiques qu'il avait subis dans le cadre de ce programme, et peut-être d'autres formes de manipulation mentale plus sophistiquées, avaient détruit sa perception de la réalité et alimenté sa haine contre la société technologique. En écoutant mon père, tout commençait à se connecter. Le programme MKUltra n'était pas une simple expérience. Il avait brisé des vies, dont celle de Kaczynski. Ce génie brillant avait été transformé en un terroriste, poussé à commettre des actes horribles, non seulement à cause de ses propres croyances, mais aussi à cause des expérimentations subies durant ses années à Harvard. Mon père semblait presque coupable de ne pas avoir vu les signes à l'époque. Il se souvenait de Ted comme d'un jeune homme perdu, fragile, mais il ne s'était jamais douté que derrière son comportement étrange se cachait une douleur et une manipulation d'une telle ampleur. Ce qui est encore plus troublant, c'est que Kaczynski n'était probablement pas le seul. Combien d'autres jeunes hommes et femmes avaient été manipulés, brisés, et utilisés comme cobayes pour des expériences de contrôle mental? MKUltra a laissé une trace indélébile sur des milliers de vies, et Kaczynski en était peut-être l'exemple le plus tristement célèbre. Cette histoire m'a appris quelque chose de profond sur la nature de la manipulation et du contrôle. Kaczynski n'était pas né monstre. Il avait été transformé. Et si les forces derrière des programmes comme MKUltra étaient capables de créer des individus comme lui, que pourrait-il encore être en train de faire aujourd'hui, sous d'autres noms, d'autres formes? En repensant à ce que mon père m'a raconté, je ne peux m'empêcher de me demander combien de vérités restent encore cachées sous la surface, et combien d'autres esprits ont été brisés dans l'ombre. L'histoire de Frank Olson est une de celles qui vous hante longtemps après l'avoir entendue. Olson était un scientifique, un biochimiste employé par l'armée américaine dans les années 1950. Son travail portait sur des projets top secrets, notamment des recherches sur des armes biologiques. Jusque-là, rien de vraiment choquant, non ? Mais ce qui est arrivé à Frank Olson a tout changé. En novembre 1953, il est mort en chutant du 10e étage d'un hôtel à New York. Officiellement, c'était un suicide, mais les circonstances ont toujours été suspectes. Ce qu'on a découvert plus tard, c'est qu'Olson avait été involontairement impliqué dans des expériences de la CIA sous le programme MKUltra.
Sans son consentement, il avait été drogué avec du LSD lors d'une réunion avec des collègues de la CIA. Après cela, son comportement a changé radicalement. Il est devenu paranoïaque, convaincu qu'il était surveillé, et de plus en plus inquiet pour sa sécurité. Quelques jours après cette fameuse réunion, il a été envoyé à New York pour se reposer, accompagné d'un agent de la CIA. La version officielle de la CIA a longtemps été qu'Olson s'était défenestré, accablé par des remords sur son travail. Mais en 1975, alors que le scandale MKUltra commençait à éclater au grand jour, sa famille a commencé à chercher des réponses. Une autopsie indépendante a révélé des blessures à la tête qui semblaient indiquer qu'il avait été assommé avant de tomber de la fenêtre, laissant croire qu'il aurait pu être assassiné. En 1996, la famille Olson a même demandé l'exhumation de son corps pour de nouveaux examens. Le gouvernement a finalement versé une compensation financière à la famille Olson, mais cela n'a jamais vraiment levé le voile sur ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. L'affaire Frank Olson est devenue l'un des plus célèbres mystères liés à MKUltra, et elle illustre à quel point la CIA était prête à tout pour cacher la vérité, même au détriment de ses propres employés. On ne saura probablement jamais toute la vérité, mais cette histoire continue de semer le doute sur les pratiques de manipulation mentale de l'époque. Je me suis toujours demandé à quel point les services secrets pouvaient aller loin dans leurs recherches, mais quand j'ai découvert l'existence du projet Artichoke, je me suis rendu compte qu'il n'y avait presque aucune limite. Le projet Artichoke a été lancé par la CIA dans les années 1950, bien avant MKUltra, et il en est d'ailleurs le précurseur. Ce programme était une tentative d'explorer toutes les méthodes possibles de manipulation mentale, non seulement à l'intérieur des États-Unis, mais aussi à l'étranger, notamment en Europe et en Asie. L'objectif était simple, mais effrayant, contrôler l'esprit humain. Ils ont commencé par des techniques basiques, comme l'hypnose, mais rapidement, ça a dégénéré. Le projet Artichoke a exploré des méthodes beaucoup plus brutales. Il voulait voir si des drogues pouvaient forcer quelqu'un à agir contre sa volonté, ou s'il pouvait extraire des informations d'une personne sous des interrogatoires renforcés. Des drogues comme le LSD étaient largement utilisées, bien sûr, mais aussi des barbituriques, des amphétamines, et parfois des cocktails de plusieurs substances, combinés à l'hypnose ou à des privations sensorielles. Les expérimentations ne se limitaient pas aux États-Unis. C'est là que ça devient encore plus dérangeant. Ils ont exporté leurs méthodes vers l'Europe, en particulier dans les pays du bloc de l'Est, pendant la guerre froide. L'idée était d'interroger les prisonniers de guerre ou les espions capturés. Ils voulaient voir jusqu'où ils pouvaient aller pour briser quelqu'un, le forcer à parler ou même changer ses croyances. Certaines des expériences les plus controversées se sont déroulées dans des bases militaires secrètes en Allemagne et au Japon, avec des scientifiques récupérés après la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui avaient déjà des expériences en manipulation psychologique étaient recrutés et intégrés au programme. Une des histoires les plus troublantes que j'ai entendues vient d'Europe de l'Est, où il semble qu'ils aient utilisé ces techniques sur des prisonniers politiques. L'idée était de reprogrammer leur loyauté. Certains prisonniers auraient été soumis à des doses massives de drogues psychotropes pendant des semaines, des mois, pour voir s'ils pouvaient être transformés en agents doubles, loyaux à leurs nouveaux maîtres américains. L'Artichoke a jeté les bases de ce que serait MKUltra, mais il a aussi montré que la CIA n'avait aucun scrupule à expérimenter sur des êtres humains, que ce soit à l'étranger ou sur son propre sol. Les résultats ? Pas grand-chose, du moins pas dans le sens espéré par la CIA. Ils n'ont pas vraiment réussi à créer des super-soldats ou à contrôler complètement l'esprit humain. Mais les dommages psychologiques infligés à ces individus, eux, étaient bien réels. Des années plus tard, quand MKUltra a été révélé, on a commencé à se rendre compte que les fondations avaient été posées avec Artichoke. Le programme a laissé derrière lui des victimes, des vies brisées et des cicatrices psychologiques qui ne se sont jamais refermées. Alors, je vous parle souvent des aspects les plus sombres de MKUltra, mais il y a une opération en particulier qui semble tout droit sortie d'un film d'espionnage ou d'un cauchemar. Cette opération s'appelait Midnight Climax, et elle avait lieu dans les années 1950, principalement à San Francisco et New York. Imaginez un peu, la CIA loue des appartements dans ces grandes villes, les agents installent des miroirs sans teint dans les murs, et derrière ces miroirs, des agents de la CIA observent tout ce qui se passe. Leur but ?
Étudier comment des personnes réagissent à des drogues sans le savoir, en particulier au LSD. Voici comment ça se passait. Des prostituées, embauchées secrètement par la CIA, attiraient leurs clients dans ses appartements. Une fois à l'intérieur, les clients étaient discrètement drogués avec du LSD. Les agents, cachés derrière les miroirs, prenaient des notes sur leur comportement, observant comment ces hommes réagissaient sous l'influence de la drogue. Les scènes devaient être surréalistes. Ces hommes, pensant qu'ils allaient passer une nuit tranquille, se retrouvaient pris dans des hallucinations terrifiantes ou bizarres, sans comprendre ce qui leur arrivait. Les agents de la CIA suivaient tout ça avec un détachement froid, comme s'ils regardaient une expérience scientifique. Ils cherchaient à voir si ces hommes pouvaient être manipulés ou influencés sous l'effet de la drogue. Les notes prises par les agents, qu'on a découvertes plus tard, montrent à quel point ces expérimentations étaient systématiques. On testait des doses différentes, des méthodes d'administration variées, tout cela pour mieux comprendre comment une personne pouvait perdre le contrôle de ses pensées et de ses actions. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que les agents responsables de l'opération prenaient parfois du plaisir à observer ces scènes. Il y avait un côté voyeuriste et totalement immoral à cette expérience. Ils ne se contentaient pas d'étudier les effets du LSD, ils s'amusaient des réactions chaotiques de leurs cobayes involontaires. L'un des agents les plus connus impliqués dans cette opération était George Hunter White, un ancien agent du bureau des narcotiques. White n'était pas seulement un observateur détaché, c'était un homme qui, selon ses propres mots, adorait l'excitation de ces opérations. Dans ses lettres personnelles, il se vantait de tout ce qu'il avait fait dans le cadre de Midnight Climax. Pour lui, c'était une sorte de grande aventure psychédélique à l'échelle humaine. Mais derrière ce vernis de science, il y avait un sombre agenda. La CIA voulait comprendre comment utiliser le LSD pour manipuler les gens dans des situations d'interrogatoire ou d'espionnage. Pouvait-on briser quelqu'un simplement avec une drogue? Pouvait-on le pousser à révéler des secrets, à trahir ses alliés, à agir contre sa propre volonté? Ce sont des questions qui obsédaient la CIA pendant la guerre froide, et l'opération Midnight Climax faisait partie de cette quête. Mais imaginez maintenant les conséquences sur ces hommes. Ils étaient des citoyens ordinaires, qui n'avaient aucune idée de ce qui leur arrivait. Après avoir quitté ces appartements, certains d'entre eux devaient se demander s'ils avaient perdu la tête. D'autres, peut-être, ont cru que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, sans jamais savoir qu'ils avaient été les cobayes d'une des expériences les plus perverses de la CIA. Midnight Climax a continué pendant plusieurs années avant d'être abandonné, et peu de choses ont été révélées officiellement sur les conséquences pour les victimes. Ce qui est clair, c'est que cette opération a montré à quel point la CIA était prête à tout, même à s'infiltrer dans les aspects les plus intimes de la vie privée des gens, pour atteindre son objectif de contrôle mental. Les agents se disaient probablement que ces hommes ne sauraient jamais la vérité, et peut-être qu'ils avaient raison. Mais aujourd'hui, quand on découvre ce qui s'est réellement passé, on ne peut s'empêcher de se demander combien d'autres secrets sont encore enfouis dans les archives de la CIA, attendant d'être découverts. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui s'est passé en Europe de l'Est pendant la guerre froide, mais c'est une histoire dont on ne parle pas assez. On se concentre souvent sur ce que la CIA a fait aux États-Unis avec MKUltra, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que les expérimentations n'étaient pas confinées aux frontières américaines. Non, elles se sont étendues bien au-delà, jusque dans les régimes autoritaires de l'Europe de l'Est. Et ces régimes ont collaboré. Dans les années 1950 et 60, alors que la guerre froide battait son plein, la CIA cherchait à obtenir des informations sensibles sur les ennemis de l'Amérique. Les gouvernements de l'Europe de l'Est, notamment la Hongrie, la Tchécoslovaquie et d'autres sous l'influence soviétique, étaient connus pour emprisonner des dissidents politiques, des intellectuels, des espions. Ce qu'on a découvert bien plus tard, c'est que certains de ces prisonniers ont été utilisés comme cobayes pour des expériences psychologiques secrètes, souvent sous la supervision ou avec le soutien de la CIA. Il y a cette histoire glaçante qui circule à propos de prisonniers hongrois, enfermés dans des cellules isolées pendant des mois. Ils étaient privés de tout stimulus sensoriel, plongés dans l'obscurité totale, sans aucun son, juste l'immobilité et le silence. La CIA voulait voir combien de temps ils pouvaient tenir avant de craquer, avant que leur esprit ne se brise. Certains disaient que les prisonniers commençaient à halluciner au bout de quelques jours,
leur esprit cherchant désespérément à se raccrocher à quelque chose, à n'importe quelle forme de perception. Mais ce n'était pas tout. Les interrogateurs utilisaient des drogues pour essayer d'extorquer des confessions. Ils administraient des barbituriques à des doses suffisamment fortes pour affaiblir la résistance mentale du prisonnier, tout en le maintenant éveillé avec des amphétamines. Cela créait un état de confusion, un flou où la victime ne pouvait plus distinguer le vrai du faux, où elle pouvait être poussée à avouer des crimes qu'elle n'avait jamais commis ou à fournir des informations sur ses collègues, ses alliés. Il y a même des rumeurs qui prétendent que certains prisonniers ont été transformés en marionnettes, des individus conditionnés, prêts à trahir leur propre cause sans même le savoir. Ces expériences avaient pour objectif de tester des techniques de contrôle mental qui pourraient être utilisées dans des situations d'espionnage ou de manipulation politique. Bien sûr, on ne trouve que très peu de documents officiels à ce sujet, car les gouvernements impliqués ont pris soin de détruire toute preuve compromettante. Mais ce qui est certain, c'est que ces expériences ont laissé des traces profondes dans la psyché de leurs victimes. La CIA, en utilisant l'Europe de l'Est comme terrain de jeu pour ses tests psychologiques, a montré qu'elle n'avait pas de frontières morales. MKUltra, loin d'être limité aux États-Unis, a infecté d'autres parties du monde avec ses méthodes immorales et destructrices. L'histoire de MKUltra n'a pas seulement eu des répercussions aux États-Unis. Elle a également provoqué une sorte de course internationale aux techniques de manipulation mentale. Vous voyez, à l'époque de la guerre froide, tout ce que faisaient les Américains, les Soviétiques et les Chinois voulaient le faire aussi. Et quand ils ont découvert que les États-Unis expérimentaient des techniques de contrôle mental, ils ont lancé leurs propres programmes, parfois encore plus brutaux et plus secrets. En Union soviétique, les services secrets, le KGB, ont commencé à développer des méthodes pour reprogrammer les dissidents politiques. L'idée était de les briser mentalement pour qu'ils renoncent à leurs idéaux anti-régime et embrassent le communisme avec une nouvelle loyauté. Ils utilisaient des techniques de torture psychologique, des drogues, et parfois même des procédures chirurgicales expérimentales. On sait que des dissidents célèbres, comme les écrivains et intellectuels opposés au régime, ont été soumis à des traitements psychiatriques extrêmement violents, souvent pour les transformer en simples citoyens dociles. En Chine, sous Mao Zedong, les méthodes de lavage de cerveau étaient également couramment utilisées. Là-bas, ils n'ont pas seulement puisé dans les recherches sur la manipulation mentale, ils les ont industrialisées. Pendant la révolution culturelle, des milliers de personnes ont été rééduquées de force. Les camps de rééducation par le travail étaient des lieux où des techniques de lavage de cerveau brutal étaient appliquées sur des dissidents, des intellectuels, ou simplement des citoyens accusés de déviance idéologique. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que certaines de ces techniques étaient directement influencées par les recherches occidentales, y compris celles issues de MKUltra. La course à la maîtrise du contrôle mental entre ces puissances est un aspect peu connu de la guerre froide. Chaque camp cherchait à développer une forme ultime de contrôle, non pas par des armes physiques, mais par la manipulation de l'esprit. Les soviétiques, par exemple, ont beaucoup étudié l'hypnose, combinée à l'administration de drogues, dans le but de programmer des agents dormants, capables de réaliser des missions sans même en avoir conscience. Ces agents, une fois activés, seraient programmés pour assassiner, espionner ou saboter, puis revenir à une vie normale sans se souvenir de ce qu'ils avaient fait. Quand on parle des années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, on pense souvent à la reconstruction, au procès de Nuremberg, à la recherche de justice. Mais derrière cette façade de renouveau, il se passait des choses bien plus sombres. Après la guerre, les États-Unis ont récupéré des scientifiques nazis et japonais dans le cadre de l'opération Paperclip. C'était une sorte de course contre l'Union soviétique, chaque camp voulait s'approprier les cerveaux derrière les avancées technologiques et scientifiques de l'Axe. Mais ce n'était pas juste pour des technologies militaires classiques. Non, la CIA voulait aussi tirer profit des recherches en manipulation psychologique. L'un des aspects les plus troublants, c'est ce qui s'est passé au Japon et en Allemagne. Les États-Unis ont pris des scientifiques qui, auparavant, travaillaient sur des expérimentations inhumaines. En Allemagne, par exemple, certains d'entre eux avaient travaillé dans les camps de concentration, menant des expériences horribles sur les prisonniers. Ces hommes, qui auraient dû être jugés pour crimes de guerre, ont été protégés et intégrés dans des programmes secrets américains,
notamment dans MKUltra et ses prédécesseurs comme le projet Artichoke. Au Japon, c'est la même chose. Les États-Unis ont recruté des membres de l'unité 731, connue pour ses expériences horrifiques sur des prisonniers de guerre chinois, coréens et russes. Plutôt que de les poursuivre en justice, la CIA a vu une opportunité. Ces scientifiques avaient déjà une expérience approfondie dans l'exploration des limites de l'esprit et du corps humain, souvent par des moyens horriblement cruels. Pourquoi ne pas les utiliser ? Les bases militaires américaines au Japon et en Allemagne sont devenues des lieux d'expérimentation pour ces recherches. On parle de tests sur des soldats, sur des prisonniers de guerre, et parfois même sur des civils, sans qu'ils le sachent. Des drogues, des méthodes de torture psychologique, tout cela a été testé dans le cadre de ces programmes. Ces expériences, bien sûr, ont été gardées secrètes pendant des décennies. Quand on en entend parler aujourd'hui, cela semble tiré d'un cauchemar dystopique. Mais non, cela s'est réellement passé. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que beaucoup de ces méthodes ont fini par être intégrées dans les programmes de la CIA au cours des décennies suivantes. Quand on regarde MKUltra et d'autres projets similaires, on voit les traces de ces premières expériences, menées sur des terrains étrangers, loin des regards indiscrets. Le fait que des scientifiques autrefois impliqués dans des crimes de guerre aient continué leur pratique sous la bannière de la science américaine ajoute une couche supplémentaire d'horreur à cette histoire. L'histoire de MKUltra n'est pas seulement une affaire domestique pour les États-Unis. En fait, pendant la guerre du Vietnam, ce programme a pris une dimension beaucoup plus large et plus troublante. La guerre, qui a duré de 1955 à 1975, a été un laboratoire grandeur nature pour toutes sortes d'expériences, certaines dont on ne connaît probablement jamais tous les détails. Il est bien documenté que la CIA utilisait la guerre pour tester de nouvelles stratégies psychologiques et comportementales sur les soldats, les prisonniers, et parfois même sur des civils innocents. Il y avait cette idée que l'on pouvait créer une sorte de super soldat, un combattant qui pourrait être manipulé mentalement pour ne pas ressentir de peur, de fatigue ou de doute. Dans ce contexte, la CIA et l'armée ont utilisé plusieurs techniques issues de MKUltra. La drogue était une des armes principales. On parle souvent de l'utilisation massive de drogues comme l'héroïne et d'autres narcotiques sur les soldats américains. Ce qu'on sait moins, c'est que dans certains cas, ces drogues étaient intentionnellement administrées, dans le but d'étudier leurs effets psychologiques à long terme. Les soldats qui revenaient de mission étaient souvent perturbés mentalement. Beaucoup ne se souvenaient pas de certaines parties de leurs opérations, et ils étaient accros à des substances qu'ils n'avaient pas consciemment choisi de consommer. C'était un véritable terrain de jeu pour la CIA, qui cherchait à comprendre comment les drogues pouvaient être utilisées non seulement pour contrôler les esprits, mais aussi pour détruire toute capacité de résistance mentale. Mais ce n'était pas que les soldats américains qui étaient des sujets d'expérimentation. Les prisonniers Vietcong capturés lors des opérations de combat étaient souvent envoyés dans des centres de détention où des méthodes d'interrogatoire particulièrement brutales étaient utilisées. Certaines sources indiquent que les agents de la CIA ont expérimenté sur ces prisonniers en leur administrant du LSD et d'autres drogues, tout en les soumettant à des privations sensorielles et à des techniques d'interrogatoire extrêmes, espérant pouvoir extraire des informations cruciales sur leurs opérations. Ce qui est effrayant, c'est l'ampleur de ces expérimentations. On parle souvent des aspects militaires de la guerre du Vietnam, mais il faut comprendre qu'il y avait une guerre psychologique en parallèle. L'Asie du Sud-Est était devenue un vaste laboratoire humain pour la CIA. Au Laos et au Cambodge, des villages entiers ont été déplacés, bombardés ou infiltrés par des agents qui cherchaient à tester différentes formes de manipulation de masse. Parfois, des informations circulent selon lesquelles la CIA aurait tenté des tests sur des populations locales en administrant discrètement des drogues via des sources d'eau potable ou des aliments distribués. Les dommages laissés par ces expérimentations sont incalculables. Des soldats sont revenus chez eux complètement brisés mentalement, incapables de retrouver une vie normale. Quant aux prisonniers et aux civils locaux, les effets à long terme ne sont que partiellement connus, mais on peut imaginer le traumatisme mental infligé. La guerre du Vietnam n'était pas seulement une guerre pour des territoires ou des idéologies. C'était aussi une guerre pour le contrôle de l'esprit humain. Et MKUltra, ou des programmes dérivés, ont joué un rôle direct dans cette dimension tragique et souvent ignorée du conflit.
Le véritable objectif de MKUltra était le contrôle mental de masse, et contrairement à ce que beaucoup croient, il a été étonnamment réussi. MKUltra a peut-être divers sous-programmes de recherche, mais sa méthode principale de contrôle mental repose sur les médias visuels, en particulier les vidéos. Pourquoi ? Parce que parmi toutes les formes de médias, texte, audio, images, etc., la vidéo a l'effet le plus puissant sur les gens et les groupes. Désormais, j'utiliserai le terme film pour désigner tout type de médias visuels, y compris les émissions télévisées, les publicités, les vidéos sur TikTok, etc. Des études montrent que lorsque différentes personnes lisent le même texte, elles peuvent avoir des opinions très divergentes. Mais quand elles regardent la même vidéo, elles tendent à former des opinions beaucoup plus similaires. L'humain ne sait pas vraiment distinguer la réalité des films. Tout le monde prétend le contraire, car personne ne veut passer pour idiot, mais notre cerveau n'a pas évolué pour traiter des vidéos. Nous les percevons littéralement comme réelles, à moins que nous fassions consciemment un effort pour les dissocier de la réalité, ce que pratiquement personne ne fait, car nous n'avons pas conscience que nous percevons les films comme réels. En fait, si tu expliques cela à quelqu'un, il se moquera probablement de toi, en te traitant de « simple d'esprit », incapable de comprendre que « c'est juste un film, mec ». Certes, tu ne penses probablement pas que Thanos est en train de parcourir l'univers à la recherche des pierres d'infinité, mais inconsciemment, tu absorbes tous les comportements et attitudes des protagonistes de ces films. L'être humain est programmé pour imiter les personnes socialement couronnées de succès, riches, belles, etc. C'est une stratégie de survie évolutive, car cela fonctionne dans la vraie vie. Si tu te comportes comme Jeff Bezos impitoyable, mégalomane, écrasant ses concurrents et utilisant la loi à son avantage, tu as de grandes chances de réussir. Ou si tu imites ton voisin commerçant qui travaille sans relâche 7 jours sur 7, tu auras probablement aussi du succès. Mais les films te présentent des personnages fictifs qui semblent socialement très réussis, et là réside le problème. Tu finis par essayer d'imiter ces comportements faux, et ça te nuit dans la vie réelle. Prenons l'exemple des femmes, mais les hommes ne sont pas moins vulnérables, bien qu'un peu différemment. La série Sex and the City a littéralement influencé toute une génération de femmes, les menant à devenir des quadragénaires sans mari ni enfant, amères, en colère, accros au vin et aux médicaments sur ordonnance, et remplis de haine envers le monde et les hommes. Cette série montre 4 femmes évoluant dans la haute société new-yorkaise, profitant d'une vie de plaisir et de relations éphémères. Et dans la série, tout finit toujours par bien se passer pour elles. Les femmes qui ont tenté d'imiter ce comportement apparemment réussi ont vu leur vie se dégrader. Cela ne concerne d'ailleurs pas que les femmes, car quiconque mène une vie égocentrique enchaînant les aventures finit souvent seul. Mais cela impacte plus les femmes, à cause de leur horloge biologique. Les hommes riches et puissants dans la quarantaine, la cinquantaine, voire la soixantaine, peuvent toujours trouver des femmes plus jeunes pour se marier. Pour les hommes, c'est pareil. Un homme pourrait voir un personnage comme Tony Stark et penser qu'il est réaliste d'être un génie capable de tout résoudre en un clin d'œil et de créer tout ce qu'il souhaite. Ou il pourrait regarder un film de Fast and Furious et croire qu'il faut ne jamais reculer devant un défi, ou que « mes amis sont ma famille et ils passent avant tout ». Ces valeurs ne reflètent pas la réalité, mais beaucoup d'hommes y croient, car ils ont inconsciemment absorbé ces comportements réussis en regardant ces films. Les films peuvent te manipuler ainsi parce qu'ils créent littéralement de faux souvenirs dans ton esprit. Les films créent des films dans ta tête, qui ne sont pas réels et ne respectent pas les lois de la réalité. Une fois que tu comprends cela, tu réalises à quel point la société est déréglée, car la plupart des gens consomment plus de 50 heures de médias par semaine. Les gens passent plus de temps à regarder des vidéos qu'à interagir avec de vraies personnes, ce qui signifie qu'ils ont plus de faux souvenirs que de vrais. Et ce n'est pas bon signe. Réfléchis à la façon dont cela peut être utilisé pour conditionner certains groupes, générations ou races à se comporter d'une certaine manière. Si tu prends un marqueur d'identité particulier, puis que tu crées des personnages socialement réussis basés sur cette identité, et que tu ne présentes jamais d'aspect négatif de ce groupe, cela conditionnera les personnes à s'identifier à ces comportements et les autres à les percevoir de cette façon. Ne sous-estime pas la puissance de ce processus. C'est littéralement du contrôle mental. Et je ne cherche pas ici à attaquer un groupe ou une identité en particulier, j'explique simplement comment cela a été, et continue d'être, utilisé. Mais,
Tu pourrais dire que c'est impossible de contrôler les médias à cette échelle. Pas vraiment. Il suffit de regarder la télévision et les films avec des yeux ouverts, ainsi que les publicités. Très peu de gens peuvent ignorer ou filtrer les illusions de l'industrie médiatique de masse. 1. Parce qu'ils ne sont jamais exposés à de véritables théories critiques ou à des idées de conspiration, et 2. Parce qu'ils sont trop accablés par le quotidien pour prendre le temps de réfléchir à ce genre de choses, alors ils suivent le courant. Eh bien, MK Ultra contrôle le courant. 5 grandes entreprises médiatiques libérales contrôlent tout, et il y a Fox News. Mais Fox News n'existe que pour contrebalancer, comme une raquette de ping-pong, les autres conglomérats médiatiques libéraux. Il n'y a jamais de véritables idées ou perspectives débattues sur Fox, tout est réactif et provocateur. C'est un piège pour garder les téléspectateurs passifs et les enfermer dans l'agenda de MK Ultra. Fox existe simplement pour capter ceux qui n'ont pas été séduits par Disney, CNN, MSNBC, etc. Tout cela a commencé à se mettre en place dans les années 60, lorsque MK Ultra a été lancé, mais ce n'est devenu franchement ridicule qu'il y a environ 10 ans. Les réseaux sociaux, le binge-watching sur les plateformes de streaming ont poussé ce processus dans une accélération massive. Regarde une vidéo de quelqu'un qui parle dans les années 60, 70 ou même 80. Ces gens semblent clairs, connectés à la réalité. Compare ça avec quelqu'un d'aujourd'hui, qui parle de sujets actuels, et tu te rends compte qu'ils ressemblent à des personnes lavées du cerveau, parce que c'est exactement ce qu'ils sont devenus. Pour ceux qui ne sont pas au courant, de nouvelles pratiques fétichistes semblent apparaître récemment, telles que le gooning, l'hypnose sissi, et plus récemment, quelque chose appelé l'hypnose bunny play. Je crois personnellement que ces pratiques ne sont pas de simples fétiches, mais des plateformes utilisées pour affaiblir et corrompre les personnes qui les consomment. Commençons par le gooning. Le but de cette pratique est de se masturber jusqu'à atteindre un état proche de l'abrutissement total, souvent en regardant des images pornographiques accompagnées de légendes encourageant la dépendance et une baisse de l'estime de soi. Un exemple typique de légende pourrait être « Dévoue ta vie à te gooner, esclave de l'addiction ». Ce type de contenu est extrêmement nocif pour la santé mentale des personnes qui le pratiquent, car il les pousse à adopter un comportement autodestructeur tout en renforçant une spirale de dépendance. Ensuite, il y a l'hypnose sissi, qui consiste en l'utilisation de fichiers audio d'hypnose pour accéder à l'inconscient de l'auditeur. Ces fichiers incluent des suggestions pour inciter les gens à devenir transgères ou à vivre pour servir un maître. Pendant que l'esprit est vulnérable sous l'effet de l'hypnose, ces fichiers manipulent également les récepteurs de dopamine, provoquant une réaction conditionnée, un peu comme dans l'expérience de Pavlov avec les chiens, ce qui renforce l'addiction. Cela amène l'auditeur à rechercher ces sensations encore et encore, piégé dans un cycle de dépendance. Enfin, j'ai découvert l'hypnose bunny play, qui se présente initialement comme un moyen de soulager l'anxiété. Cependant, en écoutant ces fichiers, on découvre qu'ils incitent subtilement les auditeurs à rester enfermés, en comparant cela à un lapin qui se cache dans son terrier. Ces enregistrements renforcent encore la dépendance des utilisateurs tout en les incitant à s'isoler socialement. Le fait même que l'hypnose devienne un fétiche relativement répandu devrait inquiéter. Un autre aspect sous-jacent de ces vidéos ou fichiers d'hypnose pornographique est la dégradation de l'auditeur, souvent qualifié d'esclave. Cette terminologie vise à faire sentir aux gens qu'ils sont soumis, impuissants et n'ont aucune maîtrise sur leur comportement. En conclusion, ces 3 fétiches étroitement liés semblent avoir pour objectif d'encourager la dépendance, l'autodégradation et le comportement autodestructeur. Ils promeuvent également une volonté de devenir transgenre, de vivre dans la soumission totale, et d'accepter une existence de servitude. Tout cela est souvent réalisé à travers la manipulation des récepteurs de dopamine des personnes qui consomment ce contenu, ce qui les rend plus enclines à céder à ces comportements pathologiques. Il est donc crucial de ne pas sous-estimer l'impact que ces pratiques peuvent avoir sur ceux qui y sont exposés. Elles exploitent des vulnérabilités psychologiques et émotionnelles, exacerbant des comportements destructeurs tout en renforçant une culture de l'addiction et de la soumission, sous couvert de fétichisme. Ma grand-mère, Yvette, n'était pas du genre à parler de son passé, mais en vieillissant, elle commençait à partager des bribes d'histoire sur ses années d'infirmière.
Elle avait travaillé à l'Institut psychiatrique de la Sorbonne dans les années entre 50 et 60, une époque où la France connaissait des bouleversements sociaux, et où la psychiatrie expérimentale faisait des avancées ou plutôt des détours sinistres. Ce n'est que bien plus tard, quand je me suis intéressé à des sujets comme MKUltra, que je me suis rendu compte de l'importance de ces récits. Yvette avait commencé à travailler à l'Institut à l'âge de 23 ans, pleine de compassion pour ses patients, mais aussi fascinée par les recherches que l'on menait là-bas. Elle racontait que, dans ces couloirs faiblement éclairés, des médecins semblaient pousser les limites de ce qui était acceptable, avec des tests qui allaient bien au-delà des simples soins psychiatriques. Mais à l'époque, personne ne posait de questions. Les médecins étaient des figures d'autorité, et il était impensable de douter de leur méthode. Pourtant, ce qu'elle a vu l'a profondément marquée. Un soir, ma grand-mère était de garde tard, et elle se souvient encore de cet homme qui était amené pour des tests spéciaux. Il avait environ 30 ans, un homme élégant mais visiblement troublé. Ce que Yvette ne comprenait pas, c'est pourquoi cet homme, qui semblait parfaitement sain d'esprit au premier abord, avait été admis. Il n'avait pas l'air malade, disait-elle souvent. Mais ce n'était pas un cas classique. Cet homme avait été sélectionné pour des expériences menées en collaboration avec des agences étrangères, comme on lui avait vaguement expliqué à l'époque. Les médecins, sous couvert de recherches psychiatriques avancées, administraient des doses régulières de substances psychotropes, dont le LSD. Ils disaient que cela allait l'aider à surmonter ses troubles, mais ce n'était qu'un prétexte. En réalité, ce patient, tout comme d'autres, faisait partie d'expérimentations dont les véritables objectifs restaient mystérieux, même pour Yvette. Chaque nuit, elle assistait aux mêmes scènes. Les patients recevaient des doses de drogue, étaient soumis à des séances d'isolement sensoriel, parfois enfermés dans des pièces insonorisées pendant des heures. Certains patients revenaient en état de choc, incapables de parler ou même de se rappeler qui ils étaient. Un jour, Yvette a été appelée dans une salle de traitement pour aider à une séance particulièrement sensible, selon les mots du médecin en charge. Lorsqu'elle est entrée, elle a vu ce même patient, l'homme bien habillé, attaché à une chaise, entouré d'appareils étranges. Le médecin expliquait que ce test visait à réinitialiser l'esprit, à l'aide de sons graves et d'images subliminales projetées sur des écrans devant lui. Yvette était troublée, mais elle a fait ce qu'on lui avait dit. Elle regardait impuissante cet homme autrefois calme se transformer progressivement sous l'effet de la privation sensorielle et des drogues. Il se débattait, criait parfois, mais ses cris étaient étouffés par la salle insonorisée. Au fil des semaines, cet homme, comme beaucoup d'autres, est devenu une coquille vide. Il errait dans les couloirs de l'Institut, sans même reconnaître les visages familiers des infirmières ou des autres patients. Ma grand-mère se souvient encore du jour où il a été emmené, escorté par 2 hommes en costume, des étrangers à l'Institut. Il est parti, et on ne l'a jamais revu, disait-elle, une ombre de tristesse dans la voix. Ce n'est que bien des années plus tard qu'elle a compris ce qui se passait réellement. À l'époque, elle pensait que les expériences étaient simplement des tests pour améliorer les traitements psychiatriques. Mais en lisant plus tard sur le projet MKUltra et ses implications, elle a réalisé qu'elle avait été témoin de quelque chose de bien plus sinistre. L'Institut où elle travaillait n'était pas seulement un centre de soins, mais un lieu où des expériences inspirées par les recherches américaines étaient menées, souvent en collaboration avec la CIA. Ce qui la hantait le plus, c'était de savoir qu'elle avait participé, même involontairement, à ces traitements. Elle parlait rarement de ses expériences, mais quand elle le faisait, ses yeux se voilaient de tristesse. Les patients étaient vus comme des cobayes, manipulés et détruits mentalement pour des fins que personne ne comprenait vraiment. Un autre détail troublant qu'elle évoquait parfois concernait les médecins. Certains d'entre eux, disait-elle, étaient souvent en contact avec des hommes mystérieux, probablement des agents étrangers. Ils ne venaient jamais en blouse blanche, se souvenait-elle, toujours en costume sombre, parlant à voix basse. À l'époque, elle n'y prêtait pas grande attention, mais avec du recul, elle comprit que ces hommes étaient probablement des agents liés à des services de renseignement, venus observer les effets de ces tests. Au fur et à mesure que ma grand-mère avançait dans sa carrière, elle a commencé à se détacher de ces pratiques, cherchant à se concentrer sur les soins des patients au lieu de participer à ces expériences. Elle a finalement quitté l'Institut quelques années plus tard, emportant avec elle des souvenirs amers de ce qu'elle avait vu, mais sans jamais vraiment comprendre l'ampleur de la manipulation à laquelle elle avait assisté.
Il m'a fallu des années pour assembler toutes ces pièces. Ce que ma grand-mère avait vécu était bien plus qu'une simple anecdote sur la psychiatrie des années entre 50 et 60. Elle avait été témoin d'un volet obscur de l'histoire, où des personnes étaient brisées mentalement au nom de la science, ou plutôt au nom du contrôle. Aujourd'hui encore, je me demande combien d'autres histoires comme celle de ma grand-mère restent enfouies dans le passé, perdues dans les archives secrètes des expériences qui n'auraient jamais dû voir le jour. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.